ma vie est tellement un tout en réalité. Il me semble que ce que j'investis, ce que j'apporte avec moi, dans cet exemple, c'est un amour idéal. Voilà. Que je dois exiger que tout aille ensemble. Et la mollesse de la colline, pourtant extrêmement agréable et apaisante, me semble très en deçà de la force et des pulsions de mon âme. Et dans ces cas-là, il faut que j'aille plus haut, plus dur, plus vite. Voilà. Je peux réagir à ça parce que vous êtes en train de gâter le marché des hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien de personnes vont tout à l'heure dire non mais pour moi, qu'est-ce que tu as fait comme marche? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle montagne tu as escaladé? Aïe, 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 aïe. Bettine, quelles sont les marches que tu as proposées aux dames que tu voulais séduire? Dans quel cas? Parce que moi, disons comme marcheur, je ne suis pas vraiment... voilà. Mais on est marcheur dans une bibliothèque. Non, plus sérieusement, quand on dit dictionnaire, on dit évidemment, tu as commencé par là, entrée. Comment est-ce que tu as choisi tes entrées? Eh bien, je ne les ai pas choisies. Je crois que ce sont vraiment elles qui m'ont choisi. C'est-à-dire que pour le dictionnaire amoureux de la Suisse, comme pour le dictionnaire amoureux de l'esprit français, j'ai suivi une même méthode qui n'est pas une méthode. J'ai pris un cahier vierge et au-dessus de chacune des pages impaires, j'ai marqué une majuscule A, B, C, D. Et puis, ce cahier m'a accompagné pendant 4, 5 ou 6 semaines, je ne sais plus, dans chacun des cas. Et quand me venait une idée d'entrée, je la marquais. Moi, j'ai fait une estimation qui me paraît vraiment assez réaliste. Pour écrire un dictionnaire de l'esprit français qui tienne à peu près la route, il faudrait 100 volumes. Le mien fait près de 700 pages. Objectivement, il faudrait pas loin de 100 volumes. Donc, la première des constatations que l'on fait, c'est qu'on sera très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, viennent des idées à l'esprit, et lorsque le nombre d'entrées a atteint, dans chacun des cas, à peu près 150, je dis, bon, ok, on va passer maintenant à l'écriture, étant entendu que de chacune de ces entrées risque de naître d'autres entrées. Et là, je me suis mis au travail. Évidemment, il y a des rendez-vous manqués qui sont totalement involontaires. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis Barbara dans le dictionnaire amoureux de l'esprit français? Parce que tout simplement, j'ai pensé à beaucoup de choses qui n'incluaient pas Barbara. On m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu as mis tous les auteurs d'extrême droite, Maurras, Barès, Brasillac, Drieux, Céline? Eh bien, parce qu'ils m'obsédaient. Et je les ai mis parce que je ne pouvais pas ne pas les mettre. On m'a reproché de ne pas avoir mis Traîner. J'aime tellement Traîner qu'au mariage de ma fille aînée, j'ai fait jouer ses chansons en priorité, et surtout l'âme des poètes. Eh bien, je ne pensais pas à Traîner parce qu'à ce moment-là, et pendant cette période, il ne m'obsédait pas. Alors, il y a évidemment, comme dans toute flânerie, un élément de hasard, et puis il y a effectivement, et là, quand j'écoute ce que dit Axel Kahn, je me dis, c'est exactement le même sentiment que j'avais quand vous dites le paradis perdu. Mais le paradis perdu, c'est le ventre de la mer. C'est ça, c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure, c'était le placenta. C'est exactement ça, on y nourrit, on ne demande rien, on reçoit tout. On y nourrit, et du coup, évidemment, il n'y a pas de tension. Et je peux dire que l'écriture de ces deux dictionnaires a été pour moi, de bout en bout, un moment d'immense bonheur. J'ai été très
frappé en lisant ton dictionnaire amoureux de l'esprit français, et c'est peut-être par ce livre que je l'ai compris, à quel point les deux mots, esprit et français, s'attirent, se conjuguent. Car si on essayait de décliner le titre, je ne pense pas qu'on pourrait faire un dictionnaire de l'esprit italien. On ferait un dictionnaire amoureux des Italiens, ou on ferait un dictionnaire amoureux de l'Angleterre. Ou des Italiennes. Oui, bien entendu, mais ne nous limitons pas. Dans quelle mesure est-ce que pour toi, ces deux mots, esprit et français, sont comme consubstantiels? Alors, merci pour cette question, parce qu'on est vraiment au cœur du sujet. Moi, pour répondre de façon un peu latérale, après, je peux essayer d'être plus précis, mais pour répondre de façon un peu latérale, moi, ce qui me paraît être la caractéristique de l'esprit français et ce qui fait sa spécificité, ce qui fait vraiment l'exception française, c'est que, au cours des siècles, la France a eu le bonheur d'avoir à la fois de grands prophètes et d'extraordinaires saltimbanques, et qu'il y a eu au cours des siècles un rapport séminal entre ces groupes, ce qui fait que l'esprit français est à la fois quelque chose de très spirituel et de très charnel. Et les exemples abondent dans ce sens. Et il y en a à toutes les époques. À la nôtre, par exemple, disons en tout cas au XXe siècle, ce que la France a connu dans l'art du ballet est quelque chose d'extraordinaire, tout à fait exceptionnel. Il y avait à l'époque, dans les années 20, dans les années 30, il y avait les ballets russes, alors on crée un ballet, alors il y avait, le danseur principal c'était Nijinsky, la musique originale était de Honegger, les décors étaient de Cocteau, le rideau de Picasso, le carnet, enfin le texte de l'argumentaire de Cocteau. Voilà. Tout cela fait qu'à un moment donné, il y avait cette rencontre extraordinaire et tout à fait unique dans l'histoire du ballet, et qu'il n'y a pas eu ailleurs, qu'il n'y a pas eu en Russie. Un autre exemple, par exemple, qui n'a rien à voir, c'était Bossuet. Bossuet, à la fois, les horizons funèbres de Bossuet étaient à la fois vraiment très spirituels, on peut le dire, et puisés dans l'esprit, et en même temps c'était un spectacle. C'était un acteur né. Et il fallait qu'il le soit pour capter l'intérêt de ses spectateurs, pour les appeler par leur nom, parce que c'était évidemment l'élite de l'époque, c'était le roi aussi et sa cour. Donc il y a eu au fil des siècles toujours ce rapport très fort entre Pascal, grand prophète, et à la même époque, Molière, extraordinaire saltimbanque, et le résultat est que dans Molière, on trouve une spiritualité qui est là, dans Tartuffe par exemple, elle est omniprésente. Au XXe siècle, il y a eu Pédy et il y a eu Guitry. Voilà. Et ce double dispositif, eh bien, qui dure sur des siècles, on ne le trouve pas en Allemagne, on ne le trouve pas en Angleterre, on ne le trouve pas en Italie. On trouve soit des saltimbanques, soit des grands penseurs, mais ce compagnonnage permanent et très dense fait, je crois, la spécificité de l'esprit français. Je me demande, Axel Kahn, si vos promenades n'ont pas aussi une spécificité française. Car quand vous vous élancez sur des chemins, voire sur des très grands chemins, j'ai l'impression que
votre première idée n'est pas d'aller faire du trekking au Népal, mais de vous promener en France. Qu'est-ce que vos pérégrinations ont de typiquement français? Parmi les motivations qui m'habitaient, en particulier lorsque, tardivement dans les marches de toute ma vie, j'ai traversé par 2 fois la France en diagonale. Tout d'abord, de la frontière belge sur la Meuse jusqu'à la frontière espagnole et le Pays Basque, et la 2e fois depuis la pointe du Rhin à Menton. C'était l'évocation d'un livre dans lequel j'ai perfectionné ma lecture, comme des générations et des générations de petits Français, Le Tour de France par 2 enfants. Je l'ai relu encore récemment. C'est un livre extraordinaire, fantastique. Et moi, je trouve, j'étais à Nancy, et un lecteur, connaissant mes références à André et Julien, je suis plus âgé qu'eux, m'a donné ce livre qu'il avait chez lui, et donc j'ai pu le relire. Il est tout à fait extraordinaire. Eh bien, il n'y a pas pour moi, naturellement, le désir de fortifier l'amour de la France pour préparer la reprise de la Moselle et d'Alsace. C'est déjà fait, avant même que j'aie à m'en mêler, c'était formidable. Mais il y a, et cela en résonance avec ce que vient de dire Bernardité, il y a une très profonde connivence avec cette matrice qui est pour moi la France. Peut-être contrairement à lui, je pense que si j'étais espagnol, j'aurais le même patriotisme pour l'Espagne. Si j'étais italien, j'aurais le même patriotisme pour l'Italie, etc. Il se trouve que, étant de sang à la fois italien, allemand, alsacien, etc., je suis totalement français, et que c'est la matrice dans laquelle non seulement je me suis développé, mais qui m'a profondément imbibé, formé, dessiné, conditionné intellectuellement. Et de tout ce conditionnement ou cette préparation à la faculté moi-même de m'engager, je n'ai rien à rejeter. Et donc, j'ai une immense reconnaissance et un immense attachement. Cet attachement, et quand je parle de patriotisme, c'est le contraire du nationalisme. Et vous l'avez compris, je ne prétends nullement que la France soit supérieure aux autres pays que j'ai cités, qui m'émerveillent. Mais moi, quand je suis en Italie, quand je suis en Espagne, je suis extrêmement ému, touché, quand un Espagnol, quand un Italien me vante avec du soleil dans la voix son pays. Moi, je me dois de pouvoir faire la même chose. Je me dois de pouvoir le prendre par la main et le mener dans ce pays dont je suis si solidaire, afin de lui montrer ce que sont ces paysages, ce qu'a laissé le génie humain, là où l'esprit français s'est manifesté, en lui disant, eh bien, je me suis tant réjoui quand tu m'as parlé de chez toi, moi, j'essaie de t'offrir ce qu'il y a de mieux chez moi. Et donc, dans tous ces voyages, j'ai décrit la France. Et je l'ai décrit, alors évidemment, y compris avec ses difficultés, puisque je suis sans doute parmi ceux qui a annoncé le mouvement que l'on connaît à l'heure actuelle, qui est celui des Gilets jaunes, quand j'ai parlé des territoires en sécession. Mais cette douleur de la rencontre de difficultés n'était absolument pas une soumission à la dure réalité des temps. C'était la volonté de relever le défi. Je suis allé, après être revenu de ces périples, voir le président de la République du moment pour lui dire, écoutez, voilà quelle est la situation. Voilà ce qu'il faudrait essayer de faire. À mon avis, sans cela, des pans entiers de la population française sont prêts à faire sécession. Donc vous avez raison. J'ai calculé à la louche, j'ai dû marcher une centaine de milliers de kilomètres dans ma vie. C'est pour l'essentiel en France. Et pour l'essentiel en France, parce que c'était ma manière à moi, avec mon moyen à moi, de manifester ma reconnaissance de cette matrice dont on a parlé. Je ne suis pas particulièrement fier de moi, mais je n'ai pas honte de moi non plus. Et bien c'est elle qui m'a fait tel que je suis.
En effet, on ne peut qu'applaudir à cette forme de reconnaissance et de patriotisme. Dans vos marches, contrairement à certains philosophes, vous n'êtes presque jamais seul. Vous aimez marcher en groupe. Quelle est la différence entre la marche solitaire et la marche en groupe? Robert, vous êtes un homme admirable. Mais là, vous vous êtes trompé. J'ai beaucoup marché seul. J'ai beaucoup... À vrai dire, non, vous n'êtes pas trompé en réalité, veuillez m'excuser. Vous parlez beaucoup de marches que vous faites en groupe. Oui, quand je suis jeune, j'ai marché en groupe, mais toute la fin de mes marches est une marche solitaire. Alors, je vous dis que vous ne vous êtes pas trompé parce que lors de ma première diagonale de la France, je suis parti des Ardennes. Et donc, évidemment, j'ai commencé à mettre mes pas dans ceux du poète aux semelles de vent, Arthur Rimbaud. Je est un autre. Et donc, j'ai marché avec ce je qui en est un autre, avec lequel je n'avais jamais eu l'occasion de cheminer si longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée qui enrichit celui qui la porte? Ce ne peut être un monologue. Ce serait d'un ennui incroyable. C'est en réalité un dialogue. Et durant ma première diagonale, les 2000 km de l'extrême nord-est à l'extrême sud-est du pays, suivant l'injonction d'Arthur Rimbaud, j'ai marché avec ce je qui en est un autre, menant un vrai dialogue. Chacun ayant une position, proposant des arguments, dépassant. Mais comme je suis d'une famille d'intellectuels, ça n'existe plus maintenant. Maintenant, ce que l'on appelle le débat, c'est une confrontation où chacun doit affirmer ses certitudes sans jamais du tout être capable d'en changer en quoi que ce soit, car ce serait une trahison. Moi, je suis d'un temps où ce que l'on appelait la discussion informée était une énergie pour défendre son point de vue, mais également une appétence incroyable pour s'enrichir du point de vue de l'autre. Eh bien, entre moi et ce je qu'en est un autre, je tiens ma position et lui aussi, mais des fois, on s'accorde. Est-il, si vous deviez définir votre patriotisme à vous, serait-il double, franco-suisse? Je vais de nouveau répondre de façon latérale en citant une fois de plus Hugues de Saint-Victor. Ma femme qui est là pense que quand je monterai au paradis, et elle pense que je monterai au paradis, Hugues de Saint-Victor va me faire une fête terrible parce que je ne fais que le citer depuis des années. Depuis que j'ai lu cette idée, cette phrase dans un, je dois dire où, je l'ai lu chez Édouard Saïd, le politologue palestinien, qui a écrit ce texte merveilleux qui s'appelle Exil. Et Hugues de Saint-Victor dit ceci: celui qui, dans son pays, se sent à l'aise, cet homme est un naïf. Celui qui, dans son pays et partout ailleurs, se sent à l'aise, cet homme est fort. Et celui qui, dans son pays et partout ailleurs, se sent étranger, cet homme est parfait. Eh bien, moi, de toutes mes forces, j'essaye partout de me sentir étranger. Si j'ai fait le dictionnaire amoureux de la Suisse, si on m'a demandé de le faire, c'est parce qu'en Suisse, je suis un étranger, malgré tout. Même chose pour le dictionnaire amoureux de l'esprit français. Quand j'ai dit en public, la première fois, quand j'ai cité Hugues de Saint-Victor, c'était à l'UNESCO, le jour où j'étais nommé ambassadeur. Et après la cérémonie, il y a une dame très chic, à l'évidence d'Orient, pour
voilà, magnifique, une dame qui vient vers moi et me dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il faut se sentir étranger? Et je lui dis, madame, est-ce que vous êtes mariée? Elle me dit, oui, bien sûr. C'était l'Orient. Je dis, madame, le matin, au petit déjeuner, est-ce que vous préférez que votre mari vous regarde comme une personne qu'il connaît depuis toujours, ou bien qu'il vous découvre? Il y a qui me découvre. Et je dis, voilà, vous avez répondu à ma question. Et ça rejoint le mot d'étonnement, qui est profondément lié, je dirais organiquement lié à la flânerie ou à la pérégrination, la découverte, l'étonnement. Et voilà pourquoi je trouve que le fait d'avoir assez de chance, et je voudrais ici souligner ce mot, parce que moi j'ai la chance, je suis un migrant de luxe qui est venu avec des moyens pour faire des études. Quand on a la chance de pouvoir se sentir étranger, alors ça c'est une chance qu'on serait idiot de ne pas saisir. Je crois que le mot étonnement est également une notion clé. Alors, je m'avance peut-être imprudemment à nouveau, et je vais me faire reprendre, dans la philosophie d'Axel Kahn. Comme disait Emerson, it's a happiness to wonder. Quel est le rôle de l'étonnement dans votre pensée à vous? Je vis dans l'attente anxieuse de l'étonnement de tout ce que je perçois. Cela étant dit, en étant extrêmement en sympathie avec ce que vient de dire Christine, une différence avec lui, pour le pays ou bien pour la femme aimée, et le fait que les sentiments parfois peuvent être considérés de la même manière. Je trouve que la plus grande preuve de l'amour avec la femme aimée, avec le pays, c'est de lui dire, la France est une personne. voilà, c'est de lui dire, je te connais bien, tu n'es nullement un étranger dans mon pays, tu n'es nullement une étrangère, mon amour. Mais tu m'étonnes toujours de redécouvrir la connaissance que j'ai de toi et le plus merveilleux de tous les sentiments. Voilà. Tout à fait la même, et tout à fait une autre. Dit le poète.